Au cours de l'épisode précédent de notre série, nous avons vu comment, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale à l'année 1971, le visage de la Belgique avait été profondément transformé. Les lois des années 60 ont cliché la frontière linguistique et elles ont délimité les régions de langue française, de langue néerlandaise et de langue allemande. Mais le conflit entre flamands et francophones subsistait. Il devait éclater au grand jour en 1968, lorsque les Flamands ont refusé le maintien d'une université francophone à Louvain. Résultat, une importante révision de la Constitution qui devait être terminée en 1971. Cette révision de la Constitution a consacré deux principes, celui de l'autonomie culturelle et celui de l'autonomie régionale. Le principe de l'autonomie culturelle a été très rapidement mis en œuvre. Mais pour mettre en application l'autonomie régionale, il va falloir encore de longues années de conflits entre flamands et francophones. Des conflits sur les limites des régions, sur les organes de pouvoir des régions et sur leurs compétences, principalement à propos de la région bruxelloise. Une loi préparatoire à la régionalisation sera votée à l'été 1974. Son but, organiser progressivement une répartition des compétences. Cette loi mettra en mouvement le mécanisme de la régionalisation, mais elle ne donnera aucun pouvoir réel aux régions et elle ne créera aucun organe de décision autonome. En fait, entre 1970 et 1980, plusieurs tentatives de règlement du contentieux auront lieu, mais aucune ne réussira. Après 10 années de crise et de remous politiques, on en arrive enfin en 1980, sous le troisième gouvernement présidé par Wilfried Martens, à une nouvelle révision de la Constitution et au vote des importantes lois de réforme des institutions d'août 1980. Et puis, après 8 autres années, en 1988-89, sous le 8e gouvernement présidé par Wilfried Martens, il y aura une autre révision de la Constitution et le vote des lois organisant la région bruxelloise et le financement des régions et des communautés. Quelles grandes modifications sont intervenues en 1980 ? Eh bien d'abord, un changement de nom. Eh oui, l'expression de la Constitution de 1971, communauté culturelle néerlandaise, cette expression déplaisait aux Flamands. D'abord, on risquait de confondre les Flamands de Flandre avec les Néerlandais des Pays-Bas. Et puis on voulait aussi que les communautés culturelles s'occupent de matières qui ne sont pas culturelles au sens strict, par exemple les matières sociales. Les Flamands voulaient donc adopter une nouvelle dénomination et parler de communauté flamande. Cela correspondait mieux à leurs aspirations et à leurs sentiments. La Constitution de 1980 va leur donner raison. On dira donc désormais communauté flamande et, par symétrie, communauté française, même si l'adjectif française est plus discutable. La Constitution et les lois d'août 1980 reconnaissent aussi la communauté culturelle allemande qui s'intitule désormais communauté germanophone. Il n'y a pas que les questions de terminologie. Les lois d'août 1980 organisent aussi, dans le concret, la région wallonne et la région flamande, en application du fameux article 107 quater de la Constitution de 1971. Mais les lois d'août 1980 ne sont pas complètes. La région bruxelloise n'y est pas organisée, effectivement. En effet,
La région bruxelloise reste en 1980 la pomme de discorde entre les francophones et les néerlandophones. De 1980 à 1989, les compétences régionales pour Bruxelles ne sont donc pas exercées par la région, mais sont provisoirement exercées par un exécutif bruxellois intégré dans le gouvernement national. Quant aux compétences supralocales à Bruxelles, elles restent attribuées à l'agglomération entre 1980 et 1989. Et, chose incroyable et fait unique dans l'histoire politique belge, les membres du Conseil d'agglomération élus en 1971 resteront en place sans nouvelles élections jusqu'en 1989. Une volonté nette de franchir le pas vers un État fédéral s'est donc manifestée en 1988. Une nouvelle réforme de la Constitution a été mise en œuvre et a abouti à une réforme radicale de nos institutions. Les compétences des régions et des communautés ont été considérablement augmentées. Les institutions de la région bruxelloise, appelée maintenant région de Bruxelles-Capitale, ont été créées et définies. Un nouveau système de financement des régions et des communautés a été adopté. Désormais, on peut parler d'une Belgique fédérale, même si ce terme ne figure ni dans les lois ni dans la Constitution. L'expression fédéralisme sera utilisée par le roi lui-même dans ses vœux de Nouvel An 1989. Mes chers compatriotes, l'année qui se termine a vu s'opérer dans notre pays d'importants changements institutionnels. Dans mon message à l'occasion de notre fête nationale, je vous ai indiqué quels devraient être les objectifs fondamentaux de cette réforme. J'ai tracé les contours d'un fédéralisme qui doit favoriser l'union, maintenir une solidarité entre les diverses composantes de notre État et rejeter toute forme de séparatisme explicite ou larvé. Cet État fédéral, nous allons maintenant le découvrir en détail. Nous allons d'abord voir ce qui se passe au niveau national, et puis nous examinerons les piliers de cet État fédéral, à savoir les communautés, flamandes, françaises et germanophones, et les régions, flamandes, wallonnes et de Bruxelles-Capitale. Le pouvoir national, l'État, est maintenant amputé d'une bonne partie de ses compétences attribuées aux régions et aux communautés. Mais l'État reste maître de domaines essentiels, comme la défense nationale, les relations extérieures, la monnaie, l'organisation de l'économie ou la sécurité sociale. Comment fonctionne cet État, ce pouvoir national? Eh bien, je vous rappelle brièvement les grands principes. Le corps électoral national élit les membres des deux assemblées représentatives, la Chambre des représentants et le Sénat. Le corps électoral national, c'est aujourd'hui l'ensemble des citoyens belges de 18 ans au moins disposant de leurs droits civiques. Ce corps électoral élit directement, tous les 4 ans en principe, sauf dissolution anticipée des chambres, les 212 membres de la Chambre des représentants, les députés, ainsi que 106 des 184 membres du Sénat, ces 106 membres qu'on appelle les sénateurs élus directs. Retenez bien ce terme, sénateur élu direct, vous allez les retrouver souvent. À ces 106 sénateurs élus directs viennent s'ajouter 51 membres du Sénat désignés par les conseils provinciaux. On les appelle les sénateurs provinciaux. Ensuite, les 157 sénateurs élus directs et provinciaux vont choisir ensemble 26 membres du Sénat qu'on appellera sénateurs cooptés. Leur nombre doit être égal à la moitié du nombre de sénateurs provinciaux. Enfin, les princes héritiers de la famille royale sont sénateurs de droit. La Chambre des représentants est divisée en 2 groupes linguistiques. Le groupe linguistique français de la Chambre compte à ce jour 88 députés. Le groupe linguistique néerlandais en compte 124. Il en va de même au Sénat. Les 183 sénateurs, élus directs provinciaux et cooptés, sont eux aussi répartis en 2 groupes linguistiques. Il y a 80 sénateurs dans le groupe linguistique français et 103 dans le groupe linguistique néerlandais. Cela, c'est donc la situation du pouvoir législatif national.
Passons maintenant à l'exécutif national, c'est-à-dire en pratique au gouvernement, composé des ministres nommés par le roi. Depuis 1971, vous le savez, ce gouvernement doit être paritaire, c'est-à-dire que le nombre de ministres néerlandophones doit être égal au nombre de ministres francophones, le Premier ministre n'étant pas compris dans le calcul. Cette parité linguistique ne s'applique qu'aux ministres en titre et pas aux secrétaires d'État. Le gouvernement national est responsable politiquement devant la Chambre des représentants et devant le Sénat. Tout ce dont nous venons de parler, c'est le niveau national, l'échelon de l'État. Voyons maintenant comment fonctionnent les pouvoirs fédérés, c'est-à-dire la communauté et la région. Mais d'abord, un rappel des origines du système belge qui comprend en fait un double niveau de pouvoir fédéré. En effet, il y a en Belgique, et c'est une particularité unique, deux types de collectivités fédérales, la région et la communauté. Dans d'autres États fédéraux, il n'y a qu'un seul type de collectivité fédérale, par exemple le canton en Suisse ou le Land en Allemagne de l'Ouest. Mais en Belgique, il a fallu apporter une réponse spécifique aux deux types de revendications exprimées chacun par une partie de la population belge. Pour les Wallons, il fallait créer un pouvoir régional pour répondre aux problèmes de la Wallonie en tant que zone économique, donc en tant que territoire. Les Flamands, de leur côté, voulaient surtout, du moins au départ, défendre leur culture contre la domination culturelle française. Il fallait donc créer un pouvoir pour la communauté de tous ceux qui ont en commun la langue néerlandaise. Et en troisième lieu, les problèmes de la région bruxelloise étaient évidemment différents de ceux de la région wallonne ou de la région flamande. Évidemment, il ne faut pas schématiser, les préoccupations économiques et sociales n'étaient pas absentes du côté flamand. Et les préoccupations culturelles n'étaient pas absentes en Wallonie ou du côté francophone. C'est la raison pour laquelle la Constitution de 1971 a consacré à la fois les régions et les communautés. La communauté est un ensemble de personnes liées entre elles par une langue ou une culture commune. La compétence des organes d'une communauté s'étendra donc à ces personnes et aux institutions qui les servent. Il y a 3 communautés en Belgique, communauté française, communauté flamande, communauté germanophone. La région, elle, se définit par un territoire sur lequel certains problèmes sont traités par un pouvoir régional. La compétence des organes de la région s'étend donc à un territoire déterminé. Ce territoire, c'est, pour la région flamande, la Flandre ou région de langue néerlandaise, à savoir les provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, d'Anvers, du Limbourg et dans le Brabant les arrondissements de Louvain et de Halle-Vilvoorde, y compris les communes à facilité de la périphérie bruxelloise. Pour la région wallonne, le territoire de la Wallonie, région de langue française et région de langue allemande, soit les provinces du Hainaut, de Namur, de Luxembourg, de Liège et dans le Brabant l'arrondissement de Nivelles. Et pour la région de Bruxelles-Capitale, les fameuses 19 communes de l'agglomération bruxelloise. La région de Bruxelles-Capitale ne comprend donc pas les communes à facilité de la périphérie. Nous allons maintenant faire plus ample connaissance avec un niveau de pouvoir fédéré, la communauté. Prenons l'exemple de la communauté française. La communauté française dispose de 2 organes de pouvoir. L'Assemblée, si vous voulez, le Parlement de la communauté, c'est le Conseil de la communauté française. L'exécutif, ou si vous préférez le gouvernement de la communauté, c'est très logiquement l'exécutif de la communauté française. Au moment où nous avons réalisé cette émission, le Conseil de la communauté française siégeait ici, au Sénat. Le Conseil de la communauté française se compose des députés et des sénateurs élus directs appartenant au groupe linguistique français de la Chambre des représentants et du Sénat. Il compte actuellement 132 membres, 88 députés et 44 sénateurs élus directs. Il y a environ 4/5 de membres wallons
et 1/5 de membres bruxellois. Attention, vous aurez noté que les sénateurs provinciaux, cooptés ou de droit ne sont pas membres du Conseil de la communauté. Il n'y a rien que des élus directs. Le Conseil de la communauté française élit parmi ses membres un exécutif qui comprend 4 membres au maximum. Cet exécutif est élu à la majorité et est responsable politiquement devant le Conseil de la communauté. L'un des 4 membres de l'exécutif de la communauté française doit appartenir à la région bruxelloise. L'exécutif se choisit en son sein un président. Le Conseil de la communauté française, donc l'Assemblée, le législatif de la communauté, vote des décrets dans les matières qui sont de la compétence de la communauté, bien entendu. Dans ces mêmes matières, l'exécutif de la communauté française prend des arrêtés de l'exécutif. Mais me direz-vous, de quoi s'occupent concrètement le Conseil et l'exécutif de la communauté française? Eh bien, nous allons maintenant le voir en détail. D'abord, c'est la communauté française qui règle tout ce qui concerne l'enseignement dans les écoles francophones en Wallonie et à Bruxelles. Le pouvoir national, lui, ne conserve que le droit de régler le régime de pension des enseignants, les conditions d'attribution des diplômes et la durée de l'obligation scolaire. Donc, première compétence essentielle de la communauté, l'enseignement. Ensuite, c'est la communauté française qui est l'organe du pouvoir en matière culturelle, pour les francophones, en Wallonie et à Bruxelles, et pour les institutions qui leur sont propres. Les matières culturelles, c'est quoi exactement? Eh bien, vous allez voir, ce n'est pas rien. Cela veut dire tout d'abord la politique culturelle, c'est-à-dire la subvention, l'encouragement et l'organisation du théâtre, du cinéma, de la littérature, des arts plastiques, des médiathèques, des bibliothèques publiques, etc. Cela veut dire aussi la défense de la langue. C'est encore tout ce qui concerne la radio et la télévision, y compris la télédistribution et la réglementation de la publicité sur les ondes, mais à l'exception des communications radio-télévisées du gouvernement national. C'est toute la politique de soutien à la presse imprimée. Et la survie de votre journal en dépend peut-être. La communauté, c'est encore toute la politique des sports et de la jeunesse. Centres sportifs, aide aux fédérations, sport et plein air pour tous, subventions au mouvement de jeunesse. C'est aussi l'animation culturelle et l'éducation permanente, les maisons de la culture, les centres culturels, les mouvements associatifs, etc. Autre compétence culturelle de la communauté, le tourisme et les loisirs. C'est encore de la communauté que dépend le patrimoine culturel, c'est-à-dire les musées par exemple. Elle établit aussi les règles de l'emploi des langues en matière d'administration, d'enseignement, de relations entre employeurs et personnel et pour les documents officiels que doivent établir les entreprises. Le tout en région de langue française, bien entendu. Il y a donc l'enseignement, la culture et la langue, et puis la communauté est aussi compétente pour ce qu'on appelle les matières personnalisables. Personnalisable, voilà un mot qui doit vous paraître étrange. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de l'action sanitaire et sociale. L'action sanitaire et sociale où les personnes sont prises en compte en tant que telles, c'est-à-dire avec une langue et une culture qui leur sont propres. Mais attention, tout ce qui concerne la sécurité sociale, la programmation hospitalière, les règles de fonctionnement des CPAS et les revenus minimums garantis, comme par exemple le Minimex, tout cela reste de la compétence du pouvoir national. Il n'empêche, les compétences sociales de la communauté sont quand même très étendues. C'est par exemple tout ce qui a trait à la santé publique, à l'aide familiale, à la politique en faveur du troisième âge, à l'aide aux handicapés. C'est aussi toute la recherche scientifique concernant ces différents domaines. Bonjour madame. Autre exemple, c'est à la communauté que revient la politique de la protection de la jeunesse, les homes, les enfants du juge, etc.
à l'exception de quelques matières qui restent de la compétence du pouvoir national. La communauté assure aussi toute la formation professionnelle des adultes, y compris le recyclage des chômeurs. Mais pour ce recyclage, la communauté française a créé un organisme commun avec la communauté germanophone et la région wallonne. C'est le Forem. Nous en reparlerons plus tard. Et puis, c'est encore la communauté qui assure l'accueil et l'intégration des immigrés. La communauté organise aussi la coopération internationale pour ce qui concerne l'enseignement, la culture et les matières sociales personnalisables, ainsi que la coopération entre les communautés, c'est-à-dire avec la communauté flamande ou la communauté germanophone. Dans toutes ces matières que nous venons de citer, la communauté française est compétente pour tous les francophones, en Wallonie du moins. À Bruxelles, la communauté est compétente pour les institutions culturelles et sociales propres aux francophones, comme par exemple les écoles francophones, les centres de consultation prénatale de l'ONE, la RTBF, les centres sportifs de l'ADEPS, etc. Voilà donc pour la communauté. L'autre pouvoir fédéral, vous le savez, c'est la région. Prenons par exemple la région wallonne, dont la compétence s'exerce sur un territoire, celui de la Wallonie. Nous sommes ici dans la salle de réunion du Conseil régional wallon à Namur. Conseil régional, c'est le nom de l'Assemblée législative de la région. Le Conseil régional wallon se compose des 70 députés et des 34 sénateurs qui ont été élus directement dans les arrondissements électoraux de la région wallonne. Ici non plus, pas de sénateurs provinciaux cooptés ou de droit, rien que des élus directs. Les 104 membres du Conseil régional wallon élisent parmi eux, à la majorité, les 7 membres au maximum de l'exécutif de la région wallonne, dont le président. Cet exécutif est responsable politiquement devant le Conseil régional. Le Conseil régional wallon réuni ici vote des décrets et l'exécutif régional prend des arrêtés de l'exécutif. Dans quel domaine? Pour régler quelles questions? Eh bien, les questions qui sont de la compétence de la région sur le territoire de la région. Qu'est-ce que cela veut dire? Quelles sont concrètement ces compétences de la région? Eh bien, nous allons le voir en allant sur le terrain. Les travaux publics, c'est désormais la région qui décide et qui finance la construction, l'entretien et la gestion des routes et des autoroutes, des voies hydrauliques, des ports, des digues et des aéroports publics régionaux comme ceux de Bierzet ou de Gosselies. Et puis, il y a les transports en commun. Les vicinaux dépendent désormais de la région. De même que les transports intercommunaux comme la STIC à Charleroi ou la STIL à Liège. Troisième point, c'est la région qui est désormais compétente pour presque tout ce qui a trait à l'économie. La politique économique, les institutions régionales de crédit, l'aide aux exportations, les aides aux entreprises et à l'agriculture, les richesses naturelles, etc. De 1980 à 1989, la gestion politique de certaines industries était restée de la compétence du pouvoir national. L'industrie sidérurgique et la verrerie-gobletterie, en difficulté en Wallonie, l'industrie textile, les charbonnages et les chantiers navals, situés principalement en Flandre. C'est donc sur le budget national qu'on payait notamment les aides publiques à ces secteurs en difficulté. Désormais, ces secteurs industriels aussi dépendent des autorités régionales. Les Wallons sont donc seuls responsables de leur sidérurgie et de leur industrie verrière. Et c'est la région wallonne qui a repris les intérêts de l'État belge dans la société Cockerill Sambre.
En revanche, c'est la région flamande qui doit régler seule le délicat problème de la fermeture des charbonnages du Limbourg. Mais dans le secteur de l'économie, le pouvoir national reste seul compétent pour fixer les règles générales concernant les commandes du secteur public, la protection du consommateur, l'organisation de l'économie, etc. Et chose plus importante encore, la politique monétaire, c'est-à-dire la défense du franc belge, la surveillance des banques, des holdings, de la bourse, des assurances, la politique des prix et des revenus, le droit commercial, le droit des sociétés, la réglementation de la concurrence, etc., tout cela reste du ressort de l'autorité nationale. La politique de l'énergie, eh bien, elle aussi dépend de l'autorité régionale, y compris la distribution de gaz, d'électricité et de chaleur. Mais le pouvoir national reste seul à décider des tarifs, des grandes infrastructures, du plan d'équipement électrique et du cycle du combustible nucléaire. C'est aussi la région qui s'occupe de la politique de l'emploi. Mais c'est toujours le pouvoir national qui fixe le montant des indemnités de chômage. Et la formation et le recyclage des chômeurs, eh bien ça, ce sont les communautés qui s'en occupent. Qu'est-ce que cela veut dire en clair? Eh bien, le pouvoir national fixe le montant des indemnités de chômage et les conditions pour y avoir droit. Le pouvoir national vérifie aussi si les chômeurs ont bien droit aux indemnités. Bref, il fait la police, le contrôle du chômage. Et ce rôle reste confié à l'Office national de l'emploi, l'ONEM. Mais pour le placement des chômeurs, c'est la région qui est compétente. Et la communauté, elle, a pour mission d'assurer la formation, le recyclage des chômeurs. C'est également de la région que dépendent l'urbanisme et l'aménagement du territoire, ainsi que, par exemple, la rénovation urbaine ou rurale, la politique foncière et la protection des monuments et sites. Autre compétence régionale très importante pour notre vie de tous les jours, la protection de l'environnement. Dans ce cas-ci, la région est tenue de respecter les règlements européens et nationaux, notamment en matière de transport des déchets. La région ne peut pas élaborer ou modifier ces règlements. Elle ne s'occupe pas non plus du traitement des déchets nucléaires. Comme tout ce qui touche à l'atome, ceci reste de la compétence du pouvoir national. En revanche, c'est la région qui réglemente la chasse, sauf les règles sur le commerce des armes, la pêche, la tanderie, les forêts, les voies d'eau non navigables, etc. Si vous désirez acquérir ou construire ou rénover un logement, c'est à la région qu'il faudra demander les aides financières, les primes et les règlements généraux. C'est elle aussi qui gère les logements sociaux. C'est la région qui se charge aussi d'organiser la captation et la distribution de l'eau potable et d'assurer l'épuration des eaux usées en respectant bien sûr les règles européennes ou nationales. Enfin, c'est encore la région qui possède la tutelle administrative, c'est-à-dire, si vous voulez, la supervision, le contrôle des provinces, des communes et des intercommunales. C'est même la région qui assure le financement des communes et des provinces, sauf pour les communes de la province de Brabant, qui restent de la compétence du pouvoir national. Bref, comme vous le voyez, la région et la communauté ont de très nombreuses compétences et qui nous concernent directement. Bien sûr, l'État central reste maître de domaines clés comme la défense nationale, les relations extérieures, la justice, la monnaie, la sécurité sociale. Mais on peut dire que désormais, dans la vie quotidienne du citoyen, l'État a moins de place que la région et la communauté. Nous avons pris l'exemple de la communauté française et de la région wallonne. La communauté flamande a évidemment les mêmes compétences que la communauté française, mais pour les Flamands de Flandre et de Bruxelles et pour les institutions qui leur sont propres. Et la région flamande a tout aussi évidemment les mêmes compétences que la région wallonne, mais sur le territoire de la Flandre.
Mais attention, du côté flamand, il y a une grande différence. Les compétences de la région flamande sont exercées par les organes de la communauté flamande. En effet, la Constitution révisée en 1980 permet de fusionner les organes de la région et de la communauté. Mais seuls les Flamands ont fait usage de cette possibilité. Les Flamands disposent donc d'une seule assemblée et d'un seul exécutif pour régler et les questions régionales et les questions communautaires flamandes. L'assemblée flamande unique s'appelle le Conseil flamand ou Vlaamse Raad. Le Vlaamse Raad siège à Bruxelles. Il est composé des députés, membres du groupe linguistique néerlandais de la Chambre des représentants, et des sénateurs, mais des sénateurs élus directs uniquement, membres du groupe linguistique néerlandais du Sénat. Le Vlaamse Raad compte 186 membres, 121 députés flamands de Flandre, 4 députés flamands bruxellois et 61 sénateurs élus directs de Flandre et de Bruxelles. Ces 186 membres du Vlaamse Raad élisent parmi eux les 11 membres au maximum, dont le président, de l'exécutif flamand. L'un des 11 membres de cet exécutif, au moins, doit appartenir à la région bruxelloise. Cet exécutif est responsable politiquement devant le Vlaamse Raad. Le Vlaamse Raad, le Conseil flamand, donc, vote des décrets et l'exécutif flamand prend des arrêtés de l'exécutif dans les matières qui sont de la compétence de la région flamande et de la communauté flamande. Mais quand il s'agit d'une matière concernant la région flamande uniquement, les membres bruxellois du Vlaamse Raad ou de l'exécutif ne prennent pas part au vote. Voilà donc pour la Flandre et la Wallonie. Allons voir maintenant, si vous le voulez bien, du côté de la troisième communauté, la moins nombreuse, la communauté germanophone. Nous sommes ici à Eupen, ville où se trouve le siège des institutions de la communauté germanophone, la communauté qui regroupe les Belges de langue allemande. Depuis 1983, cette communauté dispose d'un statut et d'institutions qui lui sont propres. C'est donc une communauté à part entière. La communauté germanophone se compose des habitants des 9 communes de la région de langue allemande, c'est-à-dire Kelmis, Lontzen, Raren, Eupen, siège du Conseil, Bütgenbach, Bullingen, Hamel, Saint-Vith et Burgkeuland. Tous les 4 ans, les électeurs de ces 9 communes élisent directement, et oui, c'est une élection directe, à la représentation proportionnelle, les 25 membres du Conseil de la communauté germanophone ou Rat der deutschsprachigen Gemeinschaft, qui siège ici, dans cette salle. Petite particularité de ce Conseil, même s'ils n'en sont pas membres, les députés, les sénateurs et les conseillers provinciaux de la communauté germanophone ont le droit d'assister, mais à titre consultatif, bien entendu, aux réunions du Conseil. Ce Conseil élit à la majorité les 3 membres de l'exécutif de la communauté germanophone. Cet exécutif qui siège ici, au cœur d'Eupen, ne fonctionne pas exactement comme les autres exécutifs. Ces 3 membres ne doivent pas nécessairement appartenir au Conseil de la communauté germanophone. La communauté germanophone a les mêmes compétences que les 2 autres communautés, l'enseignement, les matières culturelles et les matières sociales dites personnalisables. Dans tous ces domaines, l'exécutif prend des arrêtés et le Conseil vote des décrets qui sont applicables dans la région de langue allemande. Il faut ajouter ceci. La région de langue allemande, vous le savez, fait partie du territoire de la région wallonne. Eh bien, certaines compétences de la région wallonne, je prends l'exemple de la protection des monuments et des sites, peuvent être transférées à la communauté germanophone par un accord entre la communauté et la région. Voilà, ainsi se termine ce voyage entre les communautés et les régions, les nouveaux piliers du pouvoir fédéral en Belgique.
Reste une question épineuse, le statut de la région bruxelloise. Un statut différent à cause de la situation particulière de Bruxelles. Depuis 1989, la région de Bruxelles-Capitale existe vraiment. Je l'ai rencontrée et je vous la présenterai dans notre prochain épisode. Nous y parlerons aussi des conflits entre les différents niveaux du pouvoir fédéral et aussi du nerf de la guerre, l'argent.